Le chasseur-collecteur de la fin du Paléolithique s'alimente en partie par la chasse d'animaux sauvages, mais aussi en partie par la collecte de légumes et de céréales sauvages. Vous en récoltez les grains chaque année, et puis vous observez que les grains qui tombent vont germer spontanément, et résultat, l'année suivante, il y aura d'autant plus de céréales à récolter dans cet endroit-là. De cette observation, peut-être que vous serez tenté de semer des grains plutôt que de seulement récolter des céréales sauvages. Et là, vous venez d'inventer l'agriculture. 1000 ans, c'est le temps qu'aurait pris le passage vers l'agriculture. Le temps de domestiquer des semences et de créer les outils adaptés pour que les champs puissent gagner du terrain sur les espaces boisés. Alors il est clair que l'apparition de l'agriculture, et je vais même dire la proto-agriculture, présupposait la sédentarisation des villages, et la sédentarisation des villages présupposait déjà un peu de défricher des champs qui vont être occupés en permanence par la maison et le petit jardin à côté. Et cela n'aurait pas été possible sans la pierre polie. C'est beaucoup de travail que d'abattre des arbres, mais c'est possible avec la pierre polie, c'est impossible avec des outils en silex. Oui, ça a été une révolution technologique. Une révolution technologique à laquelle participe la maîtrise de la poterie, indispensable pour la conservation des récoltes et la préservation des semences. L'agriculteur, par les stocks de grains qu'il constitue, il peut voyager, il peut aller vers de nouveaux espaces. Et puis comme l'agriculture, c'est la transformation de l'environnement, la simplification, l'artificialisation de l'environnement, où qu'il aille, de fait, ce nouvel environnement, il va le transformer pour le rendre conforme à ses habitudes, à ses savoir-faire. Il va le simplifier pour lui. Aussi longtemps que les densités de population ne dépassent pas un certain seuil, cette pratique n'entraîne pas de destruction irréversible de la forêt. Mais au néolithique, le développement de l'agriculture aurait fait passer en 5000 ans la population du globe de 5 à 50 millions d'individus. Un bond démographique dont les écosystèmes ont conservé de profonds stigmates. Avec l'accroissement de la population, il faut augmenter les surfaces cultivées. Donc la première solution, la plus simple, c'est tout simplement pour quelques familles de déménager, d'aller plus loin dans la forêt primaire et de fonder un nouveau village, d'ouvrir de nouveaux champs en culture, en rotation, en abatis-brûlis. Cependant, ce mouvement d'essaimage est très vite limité par une mer, par une chaîne de montagnes. L'autre solution, ça va être de réduire la période de friche. Et ce processus d'accélération de la rotation aboutit à une dégradation progressive de la forêt secondaire qui se renouvelle moins, qui accumule moins de biomasse, et à l'arrivée, la forêt disparaît, tandis que la production agricole en abatis-brûlis périclite. Il va falloir inventer de nouveaux modes de production en agriculture, il va falloir faire une révolution agricole. Oui, là, il y a une vraie crise écologique, et des agriculteurs qui vivaient à l'époque de l'abatis-brûlis dans ces régions-là ont migré, et l'un des mouvements migratoires, ça a été de se rapprocher effectivement des grands fleuves. Alors on pense évidemment au Tigre et l'Euphrate, et en Mésopotamie, on pense ensuite au Nil pour ce qui est de l'Égypte. Et là, effectivement, les populations ont pu commencer à vouloir mettre en valeur toutes ces plaines d'épandages de crues, ce qu'on appelle les lits majeurs du fleuve, et en particulier à la décrue, il y a un sol qui a été fertilisé par les alluvions du fleuve, un sol qui est humide, et l'idée de pourquoi pas semer juste après la décrue. Des innovations en matière d'agroécologie se trouvent aujourd'hui à rechercher chez les agriculteurs les plus pauvres de la planète, qui sont des agroécologues sans le savoir et surtout sans le vouloir. Ils sont agroécologues, faute d'avoir pu avoir accès aux intrants. Et il y a donc là un formidable gisement d'innovation, largement aussi important que ce qui se passe dans les laboratoires de recherche agronomique en matière d'agroécologie. Cette valeur ajoutée plus importante, produite par chaque actif, va leur permettre peut-être d'accroître leurs revenus, mais va permettre aussi d'accroître les échanges commerciaux au sein des communautés et entre les communautés. Et très vite vont apparaître derrière des États, voire des empires fondés sur
la collecte d'un impôt très important, un impôt rendu possible par la productivité du travail de ces actifs en riziculture inondée. Une manne financière indispensable à la constitution d'armées puissantes. Ainsi purent s'établir les redoutables empires de Chine du début de notre ère, puis les prestigieuses dynasties d'Angkor et de Siam. Toutes les structures étatiques qui se sont constituées dans l'histoire et qui ont eu une certaine puissance reposaient toutes sur des sociétés agraires qui avaient préalablement et conjointement pu accroître la productivité du travail pour nourrir des classes dirigeantes qui, elles, étaient débarrassées des tâches productives. Le continent américain a fourni à l'humanité un patrimoine végétal cultivé considérable. N'oublions pas que le maïs a été domestiqué au Mexique, que la tomate, le haricot, le coton, le manioc, la patate douce, un très grand nombre de cultures ont été domestiquées en Amérique avant de conquérir tous les autres continents. La Cordillère des Andes en particulier est un exemple de ce qu'elle a fourni au monde, notamment la pomme de terre qui a joué ensuite, à partir du XVIIe et plus du XVIIIe siècle, un rôle considérable dans l'agriculture et la consommation des Européens. Au Moyen-Âge, la science agricole européenne va permettre au vieux continent de se distinguer. La révolution agricole du Moyen-Âge, elle est essentiellement basée sur une association entre l'agriculture et l'élevage plus perfectionné. Pour pouvoir nourrir davantage d'animaux en hiver, on va construire des stabulations dans lesquelles les animaux vont rester enfermés pendant la mauvaise saison. On va leur apporter de la nourriture et donc ils vont déposer leur déjection dans cette stabulation. On pourra éventuellement mettre de la litière, c'est-à-dire de la paille, des feuilles, des fougères, etc., qui va faire éponge et qui va permettre de conserver l'azote qui est dans les urines du bétail plutôt que de le laisser filer à la rivière ou ailleurs. Et c'est cette litière mélangée aux déjections animales qui va permettre la production de ce qu'on appelle le fumier. Un surplus auquel la révolution industrielle du XIXe siècle apporte une réponse technologique. À la fin du XIXe siècle, l'industrie se met à produire des machines sans moteur, des machines qui vont permettre de diversifier, de complexifier les mécaniques que l'on va atteler derrière les bœufs, derrière les chevaux. Donc ces mécaniques sont de plus en plus sophistiquées, elles vont permettre de gagner du temps, elles vont permettre non seulement de moissonner, mais ensuite de lier, de battre, et donc d'économiser de la force de travail et de pouvoir cultiver une surface toujours plus importante par travailleur et donc d'accroître la productivité du travail. Avançant 1,5 fois plus vite qu'un bœuf et pouvant travailler chaque jour 2 heures de plus, le cheval de trait est le moteur incontournable de ces nouvelles mécaniques agricoles. Et c'est dans un étonnant manège, du nom de trépigneuse, servant à battre les blés, que l'une de ses utilisations fut sans doute la plus surprenante. C'est vraiment une machine impressionnante parce que le tapis roulant ici est uniquement entraîné par le poids de l'animal. C'est pour ça qu'il est en pente, c'est ça? Tout à fait, oui. Il y a une pente, une inclinaison bien définie pour que le cheval, sans peiner, puisse entraîner le tapis. Ça fait tourner un gros ventilateur et un trieur qui trie le grain des épis. Et la trépineuse, quand elle est arrivée, quel gain de productivité elle a représenté? Parce qu'on imagine bien que ça a été une innovation importante. Bien sûr, ça a été une innovation très importante parce que par rapport à des gens qui étaient à 4 personnes avec des fléaux, donc là on est passé avec une trépineuse, donc on fait 20 fois plus de rendement. Et donc on voit bien le gain de productivité. Et je trouve que c'est une parfaite illustration
de la relation qui a été clé dans l'histoire de l'agriculture entre l'élevage et la culture, dont on a pu bénéficier au champ avec le labour, ici avec la force de travail du cheval, et qui ont permis ces gains de productivité et cette conquête de nouveaux espaces. Oui, c'est vrai. Et c'est assez fascinant. Les agriculteurs des pays neufs, États-Unis, Australie, Canada, Argentine, adoptent largement ces nouveaux matériels, contraints par les dimensions sans précédent de ces Eldorados agricoles. À partir de 1860 aux États-Unis, tout agriculteur qui veut s'installer sur la frontière peut avoir accès pour $1 symbolique à 65 hectares. Donc on a des exploitations agricoles de très grande taille où les gens ne sont capables, dans un premier temps, que de cultiver une petite partie parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens physiques de tout cultiver, il faut encore les récoltes à la main. À partir du moment où le chemin de fer va arriver dans les campagnes américaines, les agriculteurs vont pouvoir vendre leur surplus plus facilement, s'enrichir et ils vont commencer à acheter les moyens de production que produit l'industrie. Et ce qu'on voit très très bien à partir de 1860 aux États-Unis, c'est qu'il y a une espèce de course-poursuite avec des industriels qui ne cessent de concevoir des machines toujours plus performantes pour permettre aux agriculteurs de cultiver une surface de plus en plus importante. On a même mis au point une moissonneuse-batteuse attelée devant laquelle on a 25 chevaux qui tirent une machine très complexe qui non seulement coupe les céréales mais va jusqu'au battage et il y a même une personne sur la machine, il y a 6 personnes qui sont sur la machine et il y en a une qui ne fait que coudre le sac et ce qui sort de la machine c'est les grains dans un sac. Entrée dans l'ère du gigantisme, la production agricole abandonne progressivement la traction animale pour la motorisation issue de la seconde révolution industrielle. Le début d'une fin pour la paysannerie occidentale, de plus en plus muette face au fracas des pistons, des soupapes et des cylindres. La révolution agricole contemporaine, c'est-à-dire celle qui se développe en Europe de l'Ouest pendant la deuxième moitié du XXe siècle, et bien sûr aux États-Unis, est essentiellement fondée sur les éléments suivants. D'abord, l'utilisation du moteur à essence, c'est-à-dire l'énergie fossile. Ensuite, l'utilisation massive d'engrais chimiques. Cette utilisation avait commencé avant, mais elle se généralise au cours de cette révolution agricole. Troisième élément, l'utilisation de plus en plus importante, de plus en plus massive de produits chimiques pour lutter contre les champignons, les bactéries, les mauvaises herbes, les insectes. Et enfin, la sélection génétique pour adapter les plantes cultivées à ces nouveaux intrants et aux machines que l'on va utiliser. Je prends un exemple. Si vous voulez moissonner une parcelle de blé à la moissonneuse-batteuse, il est impératif que tous les épis soient à la même hauteur, qu'ils soient tous mûrs au même moment. Et on va donc créer des variétés qui, bien sûr, sont plus productives. C'est l'un des objectifs de la sélection variétale, mais qui aussi sont extrêmement homogènes et adaptées à des doses d'intrants plus importantes, adaptées à la motomécanisation des cultures. Les révolutions agricoles des temps modernes ont considérablement participé à l'accroissement phénoménal de la population mondiale, passée de 500 millions au début du XVIe siècle à 7,5 milliards de nos jours. Devenue une véritable industrie, l'agriculture contemporaine a délaissé les hommes à mesure qu'elle accueillait les machines. Un seul travailleur suffisant pour l'exploitation d'une centaine d'hectares de céréales. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, la proportion d'agriculteurs dans la population économiquement active est ainsi passée de 40% au milieu du XXe siècle à seulement 4% aujourd'hui. Tandis que les exploitations agricoles se spécialisaient dans un souci de profit, abandonnant la production diversifiée, essence même de l'agriculture. Dès lors qu'on a spécialisé les exploitations agricoles de la sorte, on a séparé les activités de culture et les activités d'élevage. Beaucoup d'exploitations ne produisent que des productions végétales, d'autres exploitations sont spécialisées dans les productions animales et ne produisent que des productions animales. Et on a mis le doigt dans un engrenage, effectivement, qui est allé beaucoup trop loin dans la spécialisation, beaucoup trop loin dans la chimisation, dans la simplification, dans l'homogénéisation,
avec les effets pervers que l'on connaît aujourd'hui, en matière d'environnement notamment. Appauvrissement des sols, pollution des nappes phréatiques, diminution de la biodiversité, phénomène d'érosion. Les dérives du productivisme ont conduit l'agriculture dans une impasse écologique. Comment pourrait-elle se réinventer ? En Écosse, certains chercheurs font le pari futuriste d'une artificialisation totale dans des fermes verticales. Ce dispositif expérimental pousse le concept à son extrême en contrôlant jusqu'au paramètre le plus aléatoire de l'agriculture, l'ensoleillement. En agriculture, on est habitué aux serres, on a artificialisé un certain nombre de choses, on contrôle la température, on contrôle l'aération. Ce qui est perturbant ici, c'est qu'on est allé encore plus loin. Je pense que ce qu'il y a de vraiment unique avec ce système, c'est qu'on a un contrôle total sur toutes les variables environnementales, à commencer par la lumière. En agriculture conventionnelle, cette lumière vient du soleil, mais c'est une source très fluctuante. Elle varie d'une journée sur l'autre, d'une saison sur l'autre. Avec ce système de LED, on peut contrôler non seulement l'intensité et la durée de l'éclairage, mais aussi le spectre lumineux. Et c'est un aspect vraiment primordial pour maîtriser la croissance et la qualité des cultures. Quel est l'intérêt de contrôler le spectre lumineux comme ça ? La raison pour laquelle nous voulons cette maîtrise est vraiment importante. Pour la photosynthèse, les plantes utilisent majoritairement la lumière bleue et la lumière rouge. Mais elles utilisent également de nombreuses autres couleurs du spectre pour comprendre leur environnement. Par exemple, les infrarouges vont indiquer à une plante qu'elle est à l'ombre d'une plante rivale. Cela va donc l'encourager à augmenter sa croissance et à pousser plus rapidement pour dépasser sa rivale. Et donc, en contrôlant les différents éléments du spectre lumineux et les différentes couleurs, ça nous permet de modifier non seulement la morphologie d'une plante, ce à quoi elle va ressembler, mais également le moment où elle va fleurir. On peut influencer jusqu'à la composition chimique de cette plante en manipulant les différentes zones du spectre lumineux. On peut donc, avec des variétés génétiquement identiques, produire des cultures très différentes. Ultra rationalisée, entièrement robotisée, cette ferme du futur permet une culture sur mesure. On est sur des systèmes ici où vous maîtrisez donc la lumière, les nutriments, l'eau. On a vu que ça avait un certain nombre d'avantages sur le niveau de production, sur la consommation d'eau. Mais c'est aussi des systèmes qui sont très gourmands en termes de matière plastique et autres. Qu'est-ce qu'il en est du coût environnemental de ces systèmes ? Avec ce système, on travaille à obtenir les rendements les plus hauts possibles. Alors oui, effectivement, il pourrait y avoir de plus grandes émissions de CO2 à cause de l'éclairage. Mais tout dépend de la source d'énergie que vous utilisez pour alimenter vos LED. Si vous utilisez des énergies renouvelables, le bilan carbone sera bon. Et parce qu'on utilise un sas totalement étanche, on peut empêcher les insectes, les ravageurs et les maladies d'entrer. Et ça nous permet de ne pas utiliser de pesticides ni de fongicides. Si l'on gère ces systèmes avec soin, en réfléchissant bien à ce que l'on fait, je pense qu'il peut même y avoir des bénéfices pour l'environnement comparé à une agriculture plus conventionnelle. On se doute en voyant ces systèmes qu'on ne va pas les implanter partout. Et justement, dans quel milieu ce type de système pourrait être pertinent ? Je pense que ces systèmes seraient très pertinents dans des zones urbaines très denses, là où il y a une grosse demande de produits alimentaires. Mais aussi dans des environnements où on ne peut pas cultiver pour l'instant à cause de saisons trop courtes, de vents trop importants ou par manque d'eau. Il y a ainsi de nombreux environnements où on ne peut pas cultiver, dans le sud de l'Espagne par exemple, où des zones sont désertiques, et où vous pourriez utiliser un système comme celui-ci pour sa faible consommation en eau. Et donc, réfléchir à l'endroit où on va installer ces systèmes est un aspect très important de leur conception. Ce qui est troublant par rapport à des systèmes agricoles classiques, c'est qu'on n'a plus d'agriculteurs, on a des robots, on n'utilise plus la lumière du soleil, on utilise plutôt des LED, on n'a plus de sol, on utilise des substrats.
Est-ce que dès lors, on parle encore d'agriculture ou est-ce qu'on est sur autre chose ? Si vous regardez l'évolution de l'agriculture depuis qu'elle est née, cela a débuté avec des gens qui ont ramassé des graines et qui ont commencé à les planter. Puis, ils ont ensuite conçu des systèmes d'irrigation, puis des serres, pour aboutir aujourd'hui à toute une série d'innovations comme les tracteurs dirigés par satellite. Donc l'histoire de l'agriculture a toujours été faite d'innovation. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est plus de l'agriculture pour autant. Le but a toujours été de produire des cultures, de réussir à les développer et d'utiliser pour cela les outils qui sont à votre disposition. Et ça, c'est peut-être la prochaine étape. Cette nouvelle forme de culture, coûteuse, produisant essentiellement des légumes-feuilles, ne saurait répondre à tous les défis d'une agriculture véritablement nourricière pour les 10 milliards d'individus qui peupleront la planète en 2050. Une option technologique nullement adaptée à la paysannerie mondiale, composée dans son immense majorité d'agriculteurs modestes. Quel chemin dès lors emprunter pour nourrir l'humanité ? Il faut regarder un tout petit peu en arrière pour redécouvrir comment, lorsque les agriculteurs n'avaient pas accès aux intrants chimiques, comment ils faisaient pour reproduire la fertilité de leurs champs sans engrais chimiques. À coup sûr, les évolutions vont être une agriculture qui va relever de l'agroécologie scientifique, celle qui fait l'usage intensif des ressources qui ne nous coûtent rien, les rayons du soleil, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, les éléments minéraux du sous-sol. Désormais, l'agriculture moderne de demain va prendre en considération le fait que l'objet de travail de l'agriculteur, c'est pas une plante, c'est pas un troupeau. C'est un agroécosystème d'une incroyable complexité, mais en prenant compte les interactions entre tous ces êtres vivants au sein d'un même terroir, au sein d'un même bassin versant, au sein d'une même rizière, au sein d'un même champ. Et c'est ça, l'agriculture moderne et savante de demain, hyper diversifiée. Alors bien sûr, quand on parle d'agroécologie et d'agriculture de demain, il n'est pas question de revenir à l'agriculture du passé. L'avenir de l'agriculture, c'est peut-être de revenir sur les fondamentaux de cette relation entre, je dirais, l'homme, l'animal et le milieu naturel pour essayer de refaire quelque chose qui soit plus harmonieux et qui permette de nourrir 10 milliards d'humains dans des conditions favorables. Des conditions favorables à recréer. Car si l'agriculture émet des gaz à effet de serre, elle pourrait paradoxalement contribuer à limiter la quantité de CO2 dans l'atmosphère, grâce au phénomène naturel de la photosynthèse. La démonstration, elle n'est pas compliquée. Où la plante trouve-t-elle le carbone ? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère dans les années qui viennent ? Excusez-moi, il y en a trop. Donc faire l'usage intensif des rayons solaires pour que les plantes interceptent ces rayons solaires et par photosynthèse nous fabriquent de l'énergie élémentaire, alors je vais vous dire, je suis pour l'agriculture intensive. La quantité de carbone contenue dans l'atmosphère augmente chaque année de 4,3 milliards de tonnes du fait des activités humaines. 30% de ce CO2 est récupéré par les végétaux qui, grâce à la photosynthèse, le décomposent, fabriquant d'une part de l'oxygène qui est recraché et d'autre part des composés organiques, tels que les glucides qui permettent à la plante de croître. Ainsi, le carbone est intégré au sol par le développement des racines, puis lorsque les végétaux meurent, par leur décomposition en matière organique. Et si le stock de carbone augmentait de 0,4% par an dans les sols, cela permettrait de stopper l'accroissement de CO2 dans l'atmosphère. C'est le but de l'initiative internationale 4 pour 1000 qui vise à faire des sols agricoles d'importants puits de carbone. Pour y parvenir, elle encourage les méthodes agroécologiques comme la complémentarité des cultures par la plantation d'arbres et de légumineuses au cœur des parcelles céréalières. Une solution à première vue iconoclaste, mais qui ne serait que l'application à grande échelle d'une pratique traditionnelle trop longtemps ignorée.
soulignant l'évidence que l'avenir de notre planète ne saurait s'inventer sans les agriculteurs. Il est difficile d'imaginer quelles seraient les conséquences environnementales d'un monde sans agriculteurs. Pour certains, les agriculteurs sont les principaux responsables de la dégradation de l'environnement et verraient d'un bon œil finalement que ces agriculteurs disparaissent ou se consacrent à d'autres métiers pour laisser repousser la végétation spontanée, retrouver des espaces herbacés, des forêts, etc. Mais dans un très grand nombre de régions du monde, les agriculteurs sont les jardiniers de la nature. Le passage de la prédation à l'agriculture, ça a ouvert une porte à des agricultures extrêmement différentes. Il n'y a pas une voie unique. Ce fut de belles aventures à l'agriculture depuis le néolithique jusqu'à nos jours. Et on pourrait avoir de belles aventures si on redevenait raisonnable.